As-tu déjà eu une journée difficile en te disant qu'elle ne pouvait pas empirer? Eh bien, les paysans médiévaux auraient quelques mots à te dire. À l'époque où les rois régnaient sur les terres et où les dragons peuplaient les contes, les gens ordinaires menaient des vies si folles et éprouvantes que ta pire journée semblerait des vacances de luxe. Imagine vivre à une époque où environ 90% des gens n'avaient pas les choses de base que nous tenons pour acquises. Pas d'électricité, pas d'eau courante, et certainement pas de livraison de repas quand tu es trop fatigué pour cuisiner. Tu n'avais que ta famille et tout ce que tu pouvais cultiver ou échanger. Ces gens étaient probablement plus solides que n'importe quel passionné de gym aujourd'hui. Pendant que nous comptons les pas sur nos trackers d'activité, ils s'entraînaient de façon entièrement naturelle chaque jour, qu'ils le veuillent ou non. Croyez-moi, il n'y avait pas de protéines en poudre qui les attendaient après leur séance. Pourtant, malgré une existence que nous considérions comme difficile, les paysans médiévaux ne restaient pas là à se lamenter. Ils savaient s'amuser, former des communautés soudées et avaient probablement une vie sociale plus riche que certains d'entre nous qui passons nos soirées à faire défiler les réseaux sociaux. Quand est-ce que votre quartier a organisé un festin ensemble pour la dernière fois? Et non, commander sur la même application de livraison ne compte pas. La vie n'était pas facile, mais ces gens faisaient preuve d'une ingéniosité incroyable, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Lorsqu'on vit dans un monde sans épicerie ou shopping en ligne, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. C'était un mode de survie extrême, mais au lieu de durer quelques jours comme dans ces émissions de télé, c'était leur vie entière. Maintenant qu'on a établi à quel point leur existence était difficile, parlons de leur vrai travail, et croyez-moi, ils travaillaient dur. Leur journée commençait avant le lever du soleil. Ce qui en hiver n'était pas trop mal vers 7 heures, mais en été, c'était des réveils à 4 heures du matin. Vous pensiez que votre réveil du matin était brutal? Le calendrier de travail d'un paysan médiéval ferait paraître les emplois les plus difficiles d'aujourd'hui comme des vacances. Il ne se contentait pas de faire un seul métier. Il devait être agriculteur, charpentier, berger et forgeron à la fois. Vous savez, cette expression « homme à tout faire », eh bien, ces gens-là l'ont inventée. Car s'ils ne savaient pas faire quelque chose, ils devaient apprendre vite sous peine de mourir de faim. L'année agricole était répartie en tâches spécifiques qui devaient être effectuées au bon moment. Le printemps signifiait le labourage, et ce n'était pas question de rester assis dans un tracteur climatisé. Deux bœufs tiraient un lourd charrue en bois, tandis que le paysan devait déployer toute sa force pour la garder droite et à la bonne profondeur. Petit fait amusant, il fallait environ 8 bœufs pour labourer un acre de terre lourde en une journée. Si vous perdiez un bœuf, vous vous retrouviez dans de sérieux ennuis, un peu comme perdre votre voiture et votre emploi en même temps. L'été apportait ses propres défis. Du lever au coucher du soleil, les paysans passaient leur temps dans les champs à désherber, car un seul massif de mauvaises herbes pouvait gâcher toute une récolte. Ils n'avaient pas de désherbants sophistiqués, juste leurs mains et peut-être un simple outil. Chaque mauvaise herbe devait être arrachée à la main. Rien que d'y penser, j'ai mal au dos. Et n'oublions pas la lutte constante contre les nuisibles. Sans pesticides, il fallait faire preuve de créativité. Certains paysans engageaient même des enfants pour courir dans les champs en faisant du bruit afin d'effrayer les oiseaux. C'était probablement l'équivalent médiéval d'un job d'été, sauf qu'au lieu de retourner des burgers, tu courais en criant après des corbeaux. Mais les paysans médiévaux ont en réalité inventé beaucoup des techniques agricoles que nous utilisons encore aujourd'hui. Ils avaient découvert la rotation des cultures bien avant que les scientifiques puissent expliquer pourquoi cela fonctionnait. Ils plantaient du blé une année, puis de l'orge l'année suivante, pour finalement laisser le champ en jachère, une pratique qui permettait au sol de se régénérer. C'est comme s'ils étaient les premiers scientifiques agricoles, mais sans blouse blanche ni tableau. L'automne était la période des récoltes, et c'est là que les choses devenaient vraiment intenses. Chaque personne en bonne santé dans le village se retrouvait dans les champs, luttant contre le temps et la météo pour ramasser les récoltes. Ils utilisaient des faucilles pour couper le grain. Un outil avec une lame incurvée qu'il fallait manier avec précision. Sinon, on se retrouvait avec plus de coupures que de blé récolté. Des études montrent qu'un bon moissonneur pouvait couper environ un acre de blé en une journée. Mais il devait effectuer environ 15 000 coupes individuelles pour y parvenir. On parle vraiment de blessures dues au mouvement répétitif. En effet, les archéologues ont découvert que la plupart des paysans médiévaux souffraient d'arthrite avant la trentaine. Pas étonnant, ils faisaient en gros du crossfit depuis l'âge de 6 ans. L'hiver n'était pas non plus une période de repos. C'était le moment où les paysans devaient réparer tout ce qui avait été cassé pendant l'année, outils, bâtiments, clôtures. Ils devaient aussi s'occuper des animaux, ce qui impliquait de marcher dans la neige pour les nourrir et nettoyer leurs abris. De plus, c'était le moment idéal pour le travail d'intérieur comme le filage de la laine, la fabrication de bougies et la réparation de vêtements.
Un hiver médiéval, c'était finalement un long projet de rénovation à domicile, sans les tutoriels utiles de YouTube. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que les paysans médiévaux avaient en réalité plus de jours de congé que la plupart d'entre nous aujourd'hui. L'Église imposait de nombreux jours, saints durant lesquels le travail était interdit. Certains historiens estiment qu'il avait environ 150 jours de congé par an. L'aspect intéressant du travail médiéval, c'était sa dimension communautaire. Chacun contribuait en période de fortes activités et il avait développé un système complexe d'entraide. Si l'oxène de votre voisin mourait, vous lui prêteriez le vôtre, sachant qu'il ferait de même pour vous. C'était comme une version primitive de la sécurité sociale, mais avec plus de fumier et moins de paperasse. Des études récentes sur les archives des villages médiévaux montrent que ces réseaux de soutien informel étaient extrêmement efficaces. Les villages qui pratiquaient une forte coopération avaient plus de chances de survivre aux famines et aux difficultés économiques. N'oublions pas les compétences spécialisées que de nombreux paysans ont développées. Certains sont devenus experts dans des métiers spécifiques comme l'apiculture, la brasserie ou la forge. Ce n'étaient pas seulement des passe-temps. C'étaient des services essentiels qui pouvaient faire la différence entre avoir suffisamment à échanger pour des nécessités ou vivre dans la pénurie. On estime qu'un forgeron médiéval qualifié pouvait fabriquer jusqu'à 100 clous par jour, ce qui ne semble pas impressionnant jusqu'à ce qu'on réalise que chacun d'eux était fait à la main. Après tout ce travail épuisant, on pourrait penser que ces gens pourraient au moins profiter d'un repas copieux. Eh bien, à ce sujet, le paysan médiéval moyen consommait environ 3000 calories par jour, ce qui semble plutôt bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il effectuait essentiellement un travail physique intense du matin au soir. Le pain était leur aliment principal. On parle de 2 à 3 livres de pain chaque jour, mais ce n'était pas du pain artisanal haut de gamme d'une boulangerie de quartier. Le pain médiéval contenait souvent des morceaux de sable et de poussière, provenant des meules utilisées pour moudre les grains. Avec le temps, cela pouvait réellement user leurs dents, leur donnant une vraie raison d'aller chez le dentiste. La boisson la plus commune était quelque chose appelé petite bière, une bière faible en alcool que tout le monde, y compris les enfants, buvait à la place de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau était souvent contaminée et le processus de brassage rendait la bière plus sûre à consommer. C'est exact. Au Moyen-Âge, la bière était littéralement plus sûre que l'eau, un fait historique que vous pouvez utiliser pour justifier vos habitudes de consommation. Le régime alimentaire médiéval suivait une hiérarchie stricte. Les meilleures pièces de viande étaient réservées aux nobles, tandis que les paysans se contentaient de ce qui restait, généralement les parties que nous jetons aujourd'hui ou que nous donnons aux animaux de compagnie. Ils consommaient beaucoup de potées, une soupe épaisse faite de pois, de haricots et de tous les légumes qu'ils pouvaient cultiver. C'était en quelque sorte la version médiévale de mettre tout dans une casserole et espérer le meilleur. Parfois c'était si épais qu'on pouvait y planter une cuillère. Les paysans médiévaux en mangeaient pendant des jours, parfois des semaines, ajoutant de nouveaux ingrédients à mesure qu'ils les obtenaient. C'était comme la situation de reste la plus longue du monde. Pendant les bonnes périodes, les paysans pouvaient manger du bacon ou du porc salé. La viande fraîche était rare, peut-être quelques fois par an lors des festivals. Peux-tu imaginer économiser toute l'année juste pour avoir un bon morceau de viande ? C'est un peu comme attendre le Black Friday. Sauf qu'au lieu d'acheter un nouveau téléviseur, tu espères avoir un morceau de poulet. Quand il avait de la viande, il utilisait absolument tout, du groin à la queue. Il avait même un dicton. On utilise tout sauf le cri. On dirait qu'ils ont inventé le mouvement zéro déchet à l'origine. Les paysans médiévaux étaient en réalité assez ingénieux en matière de conservation des aliments. Ils devaient l'être, car une mauvaise récolte pouvait signifier la famine. Ils ont développé d'incroyables techniques pour fumer, saler et fermenter les aliments. Ils pouvaient garder le chou comestible tout l'hiver en le transformant en choucroute. Et ils faisaient sécher les pois et les haricots jusqu'à ce qu'ils deviennent durs comme des pierres. D'ailleurs, les archéologues en retrouvent parfois et ils peuvent encore identifier les espèces. Certains de ces aliments conservés pouvaient durer des années, ce qui rend notre obsession moderne pour les dates d'expiration un peu ridicule. Lors des famines qui se produisaient à peu près tous les 20 ans, la situation devenait vraiment désespérée. Les archives historiques montrent que les gens mangeaient de l'écorce, de l'argile et même des chaussures en cuir. L'Église compliquait encore plus la situation en déclarant certains jours comme étant des jours de poisson où la viande n'était pas autorisée. Mais comme la plupart des paysans vivaient loin de la côte, leurs poissons pouvaient être de la queue de castor ou des oies à barnacle. Car apparemment, les autorités religieuses médiévales avaient décidé que cela comptait comme du poisson. Il faut vraiment faire preuve d'imagination pour y croire. Cela a donné lieu à des faits alternatifs assez créatifs sur les animaux. Il y avait de véritables débats académiques sur la question de savoir si les oies à barnacle poussaient sur des arbres.
Petit spoiler, ce n'est pas le cas. En parlant de l'impact de la religion sur la nourriture, le calendrier médiéval était rempli de jours de jeûne jusqu'à 150 par an. Pendant ces jours, on ne pouvait manger qu'un seul repas, souvent sans produit d'origine animale. Après une longue journée de travail et avoir mangé leur potée, comment ces gens appelaient-ils leur maison? Croyez-moi, ce n'était pas vraiment le genre de logement qu'on voit dans les émissions de chasse à la maison. Au Moyen Âge, le concept de ma maison, mon doux foyer avait un sens complètement différent. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se plaindre de la petitesse de son appartement d'une chambre? Eh bien, les paysans médiévaux auraient bien ri. Leurs maisons faisaient paraître les petites maisons modernes comme de véritables palais. La maison moyenne d'un paysan mesurait environ 37 mètres carrés. C'est plus petit que la plupart des garages pour 2 voitures aujourd'hui. Et le mieux, c'est que toute la famille y vivait, avec leurs poules et d'autres petits animaux. On pourrait presque parler d'une version primitive d'un zoo pour enfants. La construction de ces maisons était fascinante, pour le moins. La plupart étaient réalisées avec une technique appelée ourdi et torquis. Le ourdi consistait en un ensemble de bâtons entrelacés comme un grand panier, et le torquis était un mélange de boue, de paille et de fientes d'animaux qui étaient appliqués sur le ourdi. Une fois sec, cela devenait étonnamment solide. Des expériences archéologiques récentes ont montré que ces murs pouvaient durer jusqu'à 50 ans s'ils étaient correctement entretenus. Pas mal pour de la boue et des excréments. Et le meilleur dans tout ça, si un mur commençait à s'effriter, on pouvait juste ajouter un peu de torquis. C'était comme un enduit médiéval. Environ 90% des maisons paysannes avaient des sols en terre battue. Il étalait des joncs frais sur le sol et ajoutait des herbes pour améliorer l'odeur. Ces joncs restaient là pendant des mois, accumulant des morceaux de nourriture, de la saleté et d'autres choses. Quand ça devenait trop dégoûtant, il ajoutait simplement une nouvelle couche par-dessus. C'était comme avoir un tas de compost dans son salon. Le toit était généralement couvert de chaume, pouvant atteindre jusqu'à 2 pieds d'épaisseur. Cela permettait de bien éloigner la pluie. Mais c'était aussi un endroit prisé pour les rats, les souris et les insectes. Les paysans médiévaux avaient en gros tout un écosystème vivant au-dessus de leur tête. La fumée de leur feu devait s'échapper à travers le chaume, car les cheminées étaient un luxe que la plupart ne pouvaient pas se permettre. Fenêtres, plutôt des trous à vent. La plupart des maisons de paysans n'avaient pas de verre aux fenêtres, car le verre était très cher. À la place, ils utilisaient des volets en bois ou du parchemin huilé pour se protéger des intempéries. En hiver, ils bourraient les ouvertures avec de la paille ou de vieux vêtements. La lumière était fournie par des veilleuses faites de roseaux séchés trempés dans du granit. Elle produisait autant de lumière qu'une bougie d'anniversaire, ce qui voulait dire qu'une fois la nuit tombée, il fallait à peu près aller se coucher. Les meubles étaient réduits au minimum. La plupart des familles avaient une table, peut-être quelques bancs et un coffre pour ranger leurs biens précieux. Les lits étaient un luxe. La plupart des gens dormaient sur des matelas en paille directement sur le sol, blottis ensemble pour se réchauffer. L'une des découvertes les plus intéressantes des fouilles archéologiques est le Midden, un terme élégant pour désigner les décharges médiévales. Chaque maison en avait une généralement juste devant la porte. Les scientifiques y ont trouvé de tout, des poteries brisées aux os d'animaux, en passant par des pièces de monnaie perdues, c'est comme une capsule temporelle médiévale. La disposition des villages de paysans était en réalité assez astucieuse. Les maisons étaient généralement construites côte à côte, créant un véritable sentiment de communauté. La plupart des villages avaient une prairie centrale où les animaux pouvaient paître et les enfants jouer. Des études récentes sur l'urbanisme des villages montrent qu'il était souvent conçu pour maximiser la lumière du soleil et minimiser l'exposition au vent. Ces gens savaient d'un ou deux choses sur l'efficacité énergétique. Vivre dans un espace aussi confiné signifiait que tout le monde était au courant des affaires des autres. La notion de vie privée n'existait pas vraiment à l'époque médiévale. On pouvait probablement entendre toute la dispute de ses voisins sur qui devait nettoyer le cochon communal. Mais sortir de chez soi signifiait faire face à un tout autre monde de règles et de lois qui rendait l'accord le plus complexe d'une association de propriétaires d'aujourd'hui bien simple. Le système féodal n'était pas seulement compliqué. C'était comme un étrange jeu de Simondie où Simon était le seigneur local, et ne pas suivre ces règles pouvait coûter bien plus que d'être juste mis de côté. Les paysans médiévaux étaient en quelque sorte nés dans un service par abonnement qu'ils ne pouvaient pas annuler. Dès leur premier souffle, les paysans devaient une part de tout ce qu'ils produisaient à leur seigneur local. Et ce n'était pas un petit morceau. Les archives montrent que les paysans devaient céder jusqu'à 50% de leur récolte à leur seigneur. C'est comme avoir un colocataire vraiment exigeant qui, sans même habiter chez vous, consomme la moitié de votre nourriture. Les procès de l'époque racontent des histoires assez incroyables. Un paysan a été condamné pour avoir collecté des quantités excessives de bois de chauffage,
Apparemment, il était mal vu de rester trop au chaud. Un autre a eu des ennuis pour avoir tué un lapin sur ses propres terres, car tous les animaux sauvages, même les poissons des ruisseaux, appartenaient techniquement au seigneur. En parlant des règles, les paysans ne pouvaient pas simplement déménager quand ils le voulaient. Ils étaient littéralement attachés à leur terre, un état connu sous le nom de lié à la terre. Si vous vouliez quitter votre village, il vous fallait l'autorisation de votre seigneur. Certains documents médiévaux montrent que les paysans devaient payer des frais simplement pour épouser quelqu'un d'un autre village. Parler d'une scène de rencontre coûteuse. La cour du manoir était le lieu où se déroulaient tous les drames locaux. Ce n'étaient pas des salles d'audience modernes et élégantes. Elles se tenaient souvent en plein air ou dans la grande salle du manoir. Le seigneur ou son intendant jugeait tout des litiges fonciers aux délits mineurs. Un registre de la cour de 1320 montre un homme condamné à une amende pour avoir fait trop de bruit en brassant de la bière. Mais les paysans avaient en réalité certains droits légaux, bien qu'il était assez basique. Ils pouvaient porter des affaires devant le tribunal seigneurial et certains documents montrent gagner souvent. Des chercheurs étudiants. Les archives judiciaires médiévales ont découvert qu'environ 40% des affaires intentées par des paysans contre leurs supérieurs sociaux étaient couronnées de succès. Pas mal pour un système qui était totalement en leur défaveur. Le système de sanctions était créatif, pour le dire ainsi. Pour des infractions mineures, on pouvait recevoir une amende, mais pour des délits plus sérieux, on risquait de finir au pilori. Une sorte de version médiévale de la honte publique. Imaginez-vous coincé dans un cadre en bois sur la place du village pendant que vos voisins vous lançaient des légumes pourris. L'un des aspects les plus étranges était le système de cris et plaintes. Si vous étiez témoin d'un crime, vous étiez légalement obligé de crier, de poursuivre le criminel. Tous ceux qui vous entendaient devaient se joindre à vous. Les archives judiciaires montrent que des personnes ont été condamnées à des amendes pour ne pas avoir participé à ces flash-mobs médiévaux de justice. Mais les lois les plus bizarres concernaient souvent des animaux. Si un animal tuait quelqu'un, il pouvait te juger. Oui, vous avez bien lu. Il existe des archives de porcs jugés pour meurtre, avec des avocats de la défense. Une affaire célèbre de 1386 impliquait un porc habillé en vêtements humains pour son procès. En parlant de pratiques douteuses, c'est sûrement le bon moment pour évoquer la médecine médiévale. Si tu détestes aller chez le médecin aujourd'hui, tu aurais adoré être malade à l'époque médiévale. Leur connaissance médicale était un mélange fou de superstitions, de conjectures et de trucs qui ressemblent à des farces d'Halloween qui auraient mal tourné. Les médecins médiévaux avaient une vraie obsession pour le sang, surtout pour le faire sortir de tes veines. Mal de tête, allons saigner un peu. Mal de ventre, encore une saignée. L'oreille écrasée, tu l'as deviné, il est temps de sortir les sangs. Ils croyaient que toutes les maladies provenaient d'un déséquilibre des fluides corporels, et la saignée était leur solution favorite. Les paysans avaient rarement accès à ces médecins qualifiés. À la place, ils se tournaient vers des guérisseurs locaux et des herboristes qui maîtrisaient vraiment les plantes. Des études récentes ont montré qu'environ 80% des remèdes à base de plantes médiévaux avaient de véritables propriétés médicinales. Quant aux 20% restants, disons juste que manger du cerveau de hibou en poudre n'allait probablement pas résoudre vos problèmes d'insomnie. Certaines de leurs cures étaient tout simplement étranges. Mal de dents, essayez d'embrasser un âne. Oui, c'était un remède réel. Mal de tête, attachez une taupe morte à votre tête. Les traitements les plus amusants impliquaient de porter divers morceaux d'animaux autour du cou allant d'une grenouille séchée aux dents de renard. Malgré son étrangeté, les archéologues étudiants des os médiévaux ont découvert que certains paysans avaient en fait survécu à des opérations du cerveau. Ils ont trouvé des crânes avec des trous parfaitement ronds qui avaient cicatrisé, prouvant que les patients avaient vécu plusieurs années après. Ils ont nommé cette procédure trépanation, et le taux de réussite était d'environ 80%. Ce qui est plutôt impressionnant étant donné qu'ils perçaient des trous dans la tête des gens avec des outils à main. Lorsque la peste noire a frappé en 1348, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Les médecins ont inventé des équipements de protection étranges, y compris des masques en forme de bec remplis d'herbes qui ressemblaient à de terribles costumes d'oiseaux. Mais ce n'était pas si mauvais. Il avait quelques idées intelligentes. Le miel était utilisé comme antiseptique sur les blessures et cela fonctionnait réellement. La science moderne a prouvé que le miel a des propriétés antibactériennes naturelles. Il utilisait également du pain moisi pour traiter les infections, découvrant par hasard la pénicilline près de 800 ans avant Alexander Fleming. Certains guérisseurs savaient même comment bien remettre les os cassés. Malgré tout cela, les paysans médiévaux n'avaient pas une espérance de vie beaucoup plus courte que les gens de la Rome antique. Si vous surviviez jusqu'à l'enfance, vous aviez de bonnes chances d'atteindre 70 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire
sur le fait d'embrasser les ânes après tout. Entre tout le travail acharné et les traitements médicaux intenses, ces personnes savaient vraiment comment se détendre. Le calendrier médiéval comptait environ 50 jours fériés par an, bien plus que ce que nous avons aujourd'hui. Certes, la plupart de ces jours étaient des festivals religieux, mais les gens du Moyen-Âge trouvaient toujours une occasion de faire la fête. Prenons le 1er mai, par exemple. Ce n'était pas juste une célébration printanière ordinaire, c'était comme un festival de musique moderne, un carnaval et une application de rencontre à l'échelle du village réunis en un seul événement. Les jeunes allaient faire le mai dans les bois, ce qui signifiait en gros qu'ils se sneakaient pour flirter pendant que les autres dansaient autour du mât de mai. L'Église n'était pas vraiment ravie de ces célébrations, avec de nombreux témoignages de prêtres se plaignant de comportements indécents. Les sports médiévaux étaient intenses. Le football ne se jouait pas sur un terrain bien délimité avec des règles. Il se jouait dans tout le village avec des centaines de joueurs, et pratiquement aucune règle sauf amener le ballon de l'autre côté. Des archives montrent que des villages entiers étaient exclus du jeu parce que trop de fenêtres étaient cassées. La musique était omniprésente dans la vie médiévale. Pas besoin d'instruments sophistiqués, les gens faisaient de la musique avec ce qu'il avait, des cuirs, des casseroles, même des os. Des musiciens professionnels appelés ménestrels parcouraient les villages, partageant des nouvelles et des chansons comme des stations de radio médiévales sur pattes. Des jeux à boire? Oh oui, il en avait aussi. Un jeu populaire consistait à boire dans un bol commun sans renverser. Si tu renversais, tu devais boire davantage comme punition. Les tavernes étaient si importantes dans la vie du village que certaines manoirs exigeaient qu'elles restent ouvertes. Les plus grandes fêtes étaient généralement des célébrations de mariage, qui pouvaient durer plusieurs jours avec toute la communauté apportant nourriture et boissons. Ils ont aussi inventé de nombreux jeux que nous jouons encore aujourd'hui, comme les échecs, le backgammon et même des jeux de cartes, bien que leur version était beaucoup plus impressionnante, avec des rois chevauchant des licornes et des reines combattant des dragons. Tous les divertissements n'étaient pas des fêtes endiablées. La narration jouait un rôle majeur dans la culture médiévale. Après le dîner, surtout en hiver, les familles se rassemblaient pour partager des histoires. Certaines étaient éducatives, d'autres drôles, et certaines n'étaient clairement pas adaptées aux enfants. Beaucoup de nos contes de fées classiques proviennent de ces séances de narration médiévale. Ces rares moments de joie et de communauté étaient essentiels pour survivre à une existence autrement difficile, offrant un répit bienvenu face à la routine quotidienne et permettant de tisser des liens sociaux forts qui unissaient leur monde. On pourrait penser que les romances médiévales reposaient sur le coup de foudre dans les places du marché. Mais la courtoisie était bien plus compliquée que cela. Oubliez Tinder et les applications de rencontres. Les paysans médiévaux avaient leurs propres méthodes pour trouver l'amour et certaines étaient assez folles. L'âge moyen pour se marier était d'environ 20 à 22 ans pour les femmes et de 24 à 26 ans pour les hommes, ce qui n'est pas très différent d'aujourd'hui. Les rencontres n'étaient pas vraiment décontractées. Les jeunes se rencontraient généralement lors de festivals religieux, de danses de village ou en travaillant au champ. Les archives judiciaires nous parlent d'un jeune homme inventif qui laissait accidentellement une brebis s'égarer dans le champ d'une certaine fille juste pour avoir une excuse pour lui parler. Le mariage était une affaire sérieuse et les parents étaient souvent impliqués dans l'organisation des unions. Ils ne pensaient pas seulement à l'amour, mais aussi à des choses comme la terre et les compétences, et si leurs futurs beaux-parents possédaient un bon cheval de labour. Les couples médiévaux n'avaient pas besoin de prêtres ni même de témoins pour se marier. Ils devaient simplement échanger des promesses. Je te prends comme épouse, et je te prends comme mari. Voilà, il était marié. Cela a bien sûr entraîné des cas juridiques intéressants, où des gens prétendaient s'être mariés sous l'emprise de l'alcool, ou pensaient qu'une promesse n'était qu'une blague. La célébration du mariage elle-même était un événement majeur, une fête qui pouvait durer plusieurs jours, la mariée portant sa plus belle robe, généralement dans une couleur vive comme le bleu ou le vert. La vie de famille était aussi différente. Les couples nouvellement mariés vivaient souvent avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils puissent se permettre de louer leur propre logement, ce qui entraînait des disputes hilarantes entre belle-mère et belle-fille. Les enfants étaient censés aider aux travaux dès leur jeune âge, mais ce n'était pas que des corvées. Les archéologues ont découvert de nombreux jouets médiévaux, allant de petits chevaux en argile à des épées en bois. Les rôles des hommes et des femmes étaient assez fixés, mais il y avait des surprises. Les femmes pouvaient posséder des entreprises et les archives montrent qu'il y avait des brasseuses, des boulangères et même des forgeronnes. Bien que le divorce n'existait pas, les couples pouvaient tenir une annulation pour certaines excuses étonnantes, comme une femme trop friande de fromage. Enfin, l'Église régissait la vie des paysans médiévaux d'une main de fer, et avec une quête toujours avide. Pour les paysans, la religion n'était pas qu'une affaire de dimanche. Elle contrôlait quasiment chaque instant de leur existence. Ils devaient verser à l'Église une dîme, c'est-à-dire un dixième de tout ce qu'ils produisaient. 10 œufs,
partait à l'église. 10 sacs de grains, sacs de grains pour l'église pour des paysans qui avaient à peine de quoi se nourrir. De plus, ils devaient payer des frais supplémentaires pour chaque service religieux, des baptêmes aux funérailles. Le calendrier ecclésiastique régissait même leurs moments de travail, avec de nombreux jours saints où le travail était interdit, même si la pluie menaçait de gâcher les récoltes. Pour faire face, les paysans ont élaboré un mélange habile de christianisme et de croyances anciennes. Un paysan pouvait se rendre à l'église le matin, puis, en secret, visiter la sage-femme locale l'après-midi pour bénir ses récoltes. Des fouilles archéologiques dans les maisons de paysans ont révélé des croix chrétiennes enterrées à côté de porte-bonheur, faits d'herbe et d'os. Ils couvraient tous leurs besoins spirituels. Le prêtre local exerçait un immense pouvoir sur leur quotidien, et la peur de l'enfer était un outil puissant pour maintenir les paysans sous contrôle. Les fresques d'église montraient des tourments vifs pour des péchés comme manquer la messe ou voler de la nourriture. Mais les paysans médiévaux trouvaient des moyens astucieux de faire face à toutes ces exigences religieuses. Ils concluaient des accords avec les saints, partageaient le coût des services entre familles et même faisaient tourner leur présence à l'église pour alléger le fardeau du temps. En examinant tous ces registres, affaires judiciaires et découvertes archéologiques, on constate à quel point il était créatif et résilient. Leur relation avec l'église résume parfaitement ce que c'était d'être un paysan médiéval. La vie était incroyablement difficile, mais ils trouvaient toujours des moyens de s'en sortir. Peut-être qu'en ce sens, ils n'étaient pas si différents des gens d'aujourd'hui, essayant simplement de naviguer dans les règles de la vie, tout en mettant de la nourriture sur la table et de l'espoir dans leur cœur.